Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur du métier, le rapport d'inspection. On a souvent tendance à penser que l'inspection sur le terrain, c'est le plus important, mais en réalité, toute la qualité de ce travail, elle est jugée sur une seule chose, le rapport final. C'est ce document qui reste, qui est lu et surtout qui engage. Et voilà. Ça pose le décor, pas vrai? Cette phrase, elle est un peu brutale, mais elle résume parfaitement l'enjeu. Imaginez une inspection super méticuleuse, des observations ultra pertinentes. Tout ça, ça peut être complètement anéanti par un document qui est flou, incomplet ou juste mal structuré. Non, le rapport, ce n'est vraiment pas une simple formalité. C'est l'aboutissement de l'inspection. Alors, pour bien comprendre comment on construit un document vraiment solide, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir pourquoi le rapport est bien plus qu'un simple compte-rendu. Ensuite, on va décortiquer sa structure idéale, son anatomie si on veut. Puis, on se penchera sur l'importance cruciale des mots, le langage à utiliser. Et pour finir, on abordera la partie la plus engageante, la décision. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le plus important, c'est de changer notre regard sur ce document. Un rapport d'inspection, ce n'est jamais, au grand jamais, un simple résumé de ce qu'on a fait. C'est un document technique, formel, qui engage la responsabilité de la personne qui le signe. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il a une triple casquette. D'abord, c'est une trace permanente. C'est l'archive officielle qui dit « voilà l'état de l'équipement à tel moment ». Ensuite, il sert de justification pour passer à l'action, que ce soit une maintenance, une réparation ou même un arrêt complet. Et enfin, et ça il ne faut jamais l'oublier, en cas de problème, d'accident ou de litige, il devient une pièce à conviction, un document juridique. Son poids est donc énorme. En fait, on pourrait voir le rapport comme une sorte de bouclier. C'est un bouclier pour l'inspecteur, parce qu'il formalise ses observations de manière factuelle. C'est un bouclier pour l'exploitant, parce qu'il lui donne une base claire et solide pour prendre ses décisions. Et au final, c'est un bouclier pour l'installation elle-même, en s'assurant que les risques sont bien identifiés et gérés. Au fond, tout se résume à ça. Ces trois questions, elles sont fondamentales. Si à la fin de la lecture, on ne peut pas répondre très clairement à ces trois points, eh bien, le rapport est raté. Il a échoué dans sa mission. C'est un test de clarté et il est implacable. Bien. Maintenant qu'on a compris l'importance de la chose, voyons comment on le construit, ce fameux document. Une structure claire, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est une nécessité absolue. C'est elle qui va guider le lecteur et s'assurer que rien d'essentiel n'a été oublié. Voilà l'ossature, le squelette d'un rapport professionnel. Et attention, chaque section s'appuie sur la précédente, dans un ordre logique très strict. On commence par le contexte et les références. Ensuite, les constats factuels. Puis les non-conformités. Et seulement à la fin, on conclut avec l'analyse et la décision. On ne peut pas inverser les choses, sinon on perd toute la cohérence et la rigueur du raisonnement. Le point de départ, c'est toujours le contexte. Qui, quoi, où, quand et selon quelles règles. Si on n'a pas ce cadre bien posé dès le début, toutes les observations qui suivent, eh bien elles flottent un peu dans le vide, elles perdent leur valeur. Le contexte, c'est la fondation sur laquelle on va construire tout le reste. Et là, on touche à un point délicat, décrire les faits, rien que les faits. C'est une discipline. Il faut énoncer ce qui a été observé, de manière brute. On évite de surinterpréter. Et surtout, on exclut tout jugement émotionnel. Des mots comme alarmant, inquiétant ou mauvais état, ça n'a rien à faire ici. On s'en tient à ce qui est mesurable, observable, factuel. Quand un de ces faits constitue une non-conformité, là, il faut aller plus loin. Il faut la décrire avec précision, bien sûr, mais aussi la classer, est-ce mineur, majeur, critique. Et le plus important, la justifier techniquement, c'est-à-dire la rattacher à une norme, une spécification, une règle de l'art. Parce qu'une non-conformité qui n'est pas justifiée, ce n'est rien d'autre qu'une opinion. La structure est en place. Maintenant, parlons des mots. Le choix du langage est tout aussi critique que l'organisation des sections. Un bon rapport, ça se reconnaît tout de suite à sa précision, à sa clarté. Fini l'ambiguïté, place aux faits. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on a les pièges classiques, le langage vague du style état moyen, les contradictions entre ce qu'on a vu et ce qu'on conclut, ou pire, des recommandations qui sortent d'un chapeau. Et de l'autre, les bonnes pratiques. Des phrases simples, courtes, directes, des faits observables, et des décisions qui découlent logiquement de ces faits. C'est simple, mais c'est toute la différence. Le secret, c'est de trouver le bon équilibre. Le ton doit rester neutre, professionnel. Le but, ce n'est pas de faire peur. Mais, et c'est absolument impératif, il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer ou minimiser un risque qu'on a identifié. La sécurité, ça passe avant tout le reste. On arrive au sommet de la pyramide, la conclusion. Le moment où l'inspecteur engage pleinement sa responsabilité.
C'est vraiment l'aboutissement de toute l'analyse. Et cette décision finale, elle doit être limpide, sans aucune ambiguïté. En gros, il n'y a pas 36 options. Soit l'équipement peut continuer à fonctionner comme ça, soit il faut le surveiller de plus près, soit il faut le réparer, soit, dans les cas les plus critiques, il faut l'arrêter. Point. La clarté, ici, ce n'est pas négociable. Et bien sûr, cette décision, elle ne sort pas de nulle part. Elle doit être la conclusion logique et directe de tout ce qui a été écrit avant. Un petit défaut ne peut pas justifier un arrêt complet, et à l'inverse, une fissure critique ne peut pas aboutir à une simple surveillance. Cette cohérence entre le constat, l'analyse du risque et la décision finale, c'est vraiment la pierre angulaire d'un rapport défendable. Pour résumer tout ça, l'objectif ultime, c'est de produire un document tellement solide, tellement factuel et si bien structuré qu'il résiste à l'épreuve du temps. On doit pouvoir le relire des mois ou même des années plus tard et il doit rester parfaitement clair, compréhensible et sa conclusion toujours aussi pertinente. Voilà la question qu'on devrait tous se poser à la fin de chaque rédaction. Est-ce que ce document va permettre de prendre une décision éclairée ou est-ce qu'il va au contraire générer des doutes et de nouvelles questions? La réponse à cette question, c'est ça le véritable indicateur de la qualité de notre travail. Merci d'avoir suivi cette analyse. Dans notre prochaine présentation, on mettra tous ces principes en pratique en plongeant dans un cas concret, la checklist d'audit de site J36. On se retrouve très bientôt.